What does it take to accelerate? To increase the speed? In physics, it's crystal clear. According to Newton's second law, an object's acceleration is directly proportional to the force you affect it with. When you increase the power, you reach your goals faster, or you go even further. So what's it like in the corporate world? Exactly the same. The power you can use to develop business ideas and create employee involvement is directly proportional to how well the company moves forward. And the power we have within Sogeti? That power is you. You will make us accelerate. Sogeti is a people's company. We're made up of 20,000 unique individuals with one common denominator, a passion for technology. Sogeti for me is a company that makes me love go to work every day. Sogeti for me, that's a fantastic playground for IT passionate people. Sogeti is for me being warm even though it's very cold. Today you find us at more than 100 locations in 15 countries. This always brings us close to our customers, enhancing our ability to deliver local solutions built on a global foundation. Because the closer you are to your customer, the better you are at finding the right solution. The best thing about Sogeti is, at the end of the day, is the people. Sogeti for me is the place to grow and to have fun. It's where my heart is. It is a company full of people passionate about technology. As an overall technology and IT supplier, we cover 4 areas: application management, infrastructure management, high-tech engineering, and testing. Our passion enables us to do this better than anyone else. And in every project we undertake, we're expanding the boundaries of what our clients think is possible. I think we are passionate about our clients and delivering the best solutions, and we're passionate about each other and really creating a family. Sogeti for me is a place where I get to interact with the best of the best from the industry. From day to day, we provide support, give assistance, and accelerate together with our equally passionate partners. Our powerful global alliances with Microsoft and IBM support our journey towards an even brighter future. The best thing about Sogeti for me is the opportunity that I have to work directly with great partners such as Microsoft. Reach for the stars, and if everything goes wrong, hope you land on the cloud softly. With our extensive cloud services, we are creating new possibilities for our clients to be effective and save money. Well, Sogeti for me is all about passion and trust. The best thing about Sogeti is that we still have plenty of room to innovate and to grow. The best thing about Sogeti is its adaptability to change. The world is constantly evolving, and the need for new solutions is not less important, but greater. With leading thinkers in our research institutes, and through our passion for corporate social responsibility and our social collaboration platform, Team Park, we find ourselves at the forefront and leading it. Working at Sogeti is like riding my bike. The best thing about Sogeti is our passion. And most of all, it's a place that I feel like I'm being myself. So it's a place that allows me to be that. Sogeti is passion. That is what we offer. Lately, the word economy has focused on survival. This has overshadowed everything, but not for us. When others have consolidated and thus fallen behind, we've been moving forward in pole position, because that is how we are. We've remained on the cutting edge, thinking new thoughts and finding new solutions. We've made our customers happy. We have been Sogeti. Now when the economy's brakes are released, what will it mean for us? We'll accelerate in countless ways. Because if passion is the driving force, then passion is energy. And energy equals acceleration. We are this passion. We are this energy. We are Sogeti. Let's accelerate. Let's go! Let's go, Sogeti! Let's go, Sogeti! Let's go! Let's go for it! Let's go! Let's go! Sogeti! Let's go! Bonjour, merci d'être venu si tôt, j'allais dire, pour parler de la problématique du risque cyber
avec effectivement une approche un peu originale par rapport à la manière dont on a l'habitude de traiter ce sujet, c'est-à-dire de voir, une fois que le risque a été éprouvé, que le dommage a été causé, voir effectivement comment est-ce qu'on peut réparer et faire en sorte que, justement, de limiter l'impact de ces attaques avec la démarche assurantielle. L'assurance que nous connaissons dans la vie des affaires, dans nos vies personnelles, on va s'apercevoir qu'elle va jouer un rôle dans la problématique du risque cyber. Et simplement, ça correspond à un nouveau cahier des charges, à une nouvelle manière d'appréhender ce type de risque. Pour en discuter ce matin, effectivement, on a réuni à l'occasion de cette session, à ma droite, Stanislas Chaperon, qui est président du directoire de Marche. C'est un courtier, mais il nous précisera un peu plus la nature de son activité. À ma gauche, donc à votre droite, Stéphane Janijewski, qui est directeur des activités sécurité chez Sogeti. Et à l'extrême gauche, pour vous, Édouard Janson, qui est donc directeur technique des activités de sécurité chez Sogeti. Alors, la manière dont on a décidé de procéder, c'est de faire en sorte d'appréhender cette problématique, justement, déjà de cette approche systémique du risque cyber, et de voir comment une proposition de réponse par le monde de l'assurance peut accompagner la sécurisation des infrastructures informatiques. Alors, déjà pour commencer, peut-être première question à Stéphane. Un mot, alors on l'a vu dans ce film de manière évidemment très illustrée, mais un mot sur Sogeti, juste en quelques secondes, de manière à ce qu'on se rappelle les grands ordres de grandeur, et sur ce qui était dans l'intitulé de cette session, la notion d'approche systémique, quelle est-elle chez Sogeti ? Bonjour à tous et bonjour à toutes. Vous avez dû voir dans le film d'introduction quelques éléments clés au sujet de Sogeti, mais je vais peut-être revenir justement sur l'aspect sécurité par rapport à Sogeti. Bon, tout d'abord, Sogeti, c'est une composante du groupe Capgemini. 20 000 personnes, 15 pays et 6 500 personnes en France. C'est un des leaders en services informatiques et d'ingénierie, et il y a 3 caractéristiques principales. La première, c'est que nous comptons sur une intimité importante avec les clients pour construire pour eux des solutions qui leur soient parfaitement adaptées. Et ceci d'ailleurs en essayant d'optimiser justement l'usage de la technologie, et ça c'est la deuxième caractéristique, c'est que nous sommes fondamentalement en symbiose étroite avec l'évolution technologique. Et j'en viens à la troisième caractéristique, c'est que nous avons des activités à cycle court, c'est-à-dire qu'on veut, et ça a été un peu montré dans le film, faire en sorte que nos clients puissent bénéficier de la technologie, des solutions autour de la technologie le plus vite possible. Alors, il se trouve que parce que nous avons démarré des activités dès 2005, notamment en France en matière de sécurité, Sogeti, au sein du groupe Capgemini, a été désigné comme le leader en matière de cybersécurité, et il se trouve que c'est la France qui est pilote dans ce domaine. Dernier point, c'est que la cybersécurité, c'est l'une des 5 offres stratégiques du groupe Sogeti, et donc nous souhaitons évidemment la développer. Alors pourquoi nous souhaitons la développer ? J'en viens à votre deuxième question. Bon, la première raison, elle est évidente, c'est que tous nos clients utilisent des technologies, des systèmes d'information, des technologies de l'information. On ne peut pas les laisser, j'allais dire, sans défense. Ça, c'est pas possible. On ne peut pas à la fois dire il faut vous développer, il faut croire à l'IT et ne pas traiter la question de la défense contre les attaques informatiques. Alors, depuis 2005, comme je le disais, nous avons développé progressivement toutes les compétences qui sont nécessaires pour traiter l'ensemble du problème et pour être reconnus en France par les autorités gouvernementales en matière de certification, de CESTI, etc. etc. Et disons à la fin de l'année dernière, on se retrouvait un petit peu dans une situation, on avait un peu un catalogue de services complet, mais on ne répondait pas à une question fondamentale, et je vais peut-être utiliser une anecdote pour vous expliquer un petit peu l'état d'esprit dans lequel nous nous trouvons. Si elle est brève, elle sera bien. Elle est brève, voilà.
Nous avons des hackers éthiques. D'ailleurs, il y avait un atelier ici qui montrait comment on attaque des iPads, des smartphones, etc. On a fait venir un PDG, on lui a montré ça, donc il a été absolument convaincu sur l'importance de faire quelque chose, et il nous a posé une question simple qui est, bon, écoutez, je vous fais confiance, j'ai fait des choses, mais je ne sais pas bien si ce que j'ai fait est correct, d'ailleurs j'ai des problèmes. Est-ce que vous pourriez me dire ce que je dois faire pour être mieux protégé ? Donc notre approche systémique, elle répond à ça, elle décrit de manière assez simple les différentes séquences qu'il faut mettre en place, évaluation, politique de sécurité, mise en place d'outils, mise en place d'un dispositif de surveillance, analyse de ce qui se passe, et tout ça de manière bouclée dans le temps, de manière récurrente, avec un dernier bloc qui est important, qui est la gestion de crise, puisque malheureusement, le risque zéro n'existe pas. Vous savez que, et vous le savez très bien, il y a des attaques en permanence, il y aura des crises, et donc il faut savoir les préparer et les gérer. Notre offre, c'est ça, c'est de vous accompagner dans cette démarche d'amélioration continue et de réduction des risques à travers tous ces blocs. Donc c'est autour de ça que nous avons structuré notre offre. Merci. Alors, Stanislas, un mot, parce qu'effectivement, on est peut-être ici moins familier avec Marsh en tant qu'acteur économique important, parce que c'est donc un courtier. Et puis après, de voir comment est-ce que, lorsque son métier, c'est d'évaluer les risques, de faire en sorte de monétiser, de faire en sorte de formuler une offre d'indemnisation, de réparation, comment est-ce que c'est venu comment est-ce que l'assurance est venue à la problématique de cybersécurité ? Nicolas, merci. Bonjour, donc bonjour à toutes et bonjour à tous. Donc Marsh fait partie du groupe Marsh & McLennan, donc qui n'est pas forcément toujours très connu. Marsh & McLennan, donc c'est un groupe qui fait 55 000 personnes au point de vue taille. Le groupe Marsh lui-même, 25 000 personnes, présent dans 140 pays, très présent donc en France et plus particulièrement sur les risques d'entreprise, qui sont des risques plutôt à dimension soit complexe par la taille du risque et la taille d'exposition que ça présente sur le bilan de l'entreprise, ou par la présence internationale et donc la nécessité de trouver des solutions qui ne sont pas uniquement dans le pays ou national, mais couvrant tous les risques d'entreprise de façon internationale. Pourquoi on pense qu'on est pertinent donc pour accompagner donc nos clients, puisqu'on n'est pas des assureurs, on est des courtiers. Donc les courtiers donc sont là sous mandat des clients pour aller analyser avec eux, donc de façon la plus étroite possible en interaction avec eux, donc leur exposition au risque, les quantifier comme tu le disais, donc monétiser, donner une valeur. Nous on appelle ça donner à la fois donc une sévérité en fréquence et ensuite en impact en fait du risque présent. Et ensuite trouver des solutions pour les gérer dans un premier temps et les transférer au marché et donc les couvrir. Donc on a toujours cherché, chez Marsh et particulièrement en France, à accompagner les entreprises sur les nouveaux risques ou les risques complexes. On a fait ça dans les années 90 sur les risques des dirigeants, avec ce qu'on appelle la RCMS, la RC des mandataires sociaux, et on a permis responsabilité civile des mandataires sociaux. Qui était né dans les années 80 aux États-Unis, qui était peu présent en Europe, peu présent en France, et qu'on a développé et qu'on a accompagné. On a accompagné le marché pour que le marché se crée. Et maintenant, il y a un vrai marché de responsabilité civile des mandataires sociaux donc en France. Et je crois que Marsh a été très présent pour permettre aux assureurs de comprendre ce risque et qu'il n'y en ait pas un ou deux assureurs, ce qui était le cas au début des années 90, mais maintenant une vingtaine d'assureurs qui prennent ce type de risque. De la même façon, sur l'environnement, on a aussi énormément fait croître la réponse de marché par rapport aux risques environnementaux, mais ce n'est pas le sujet aujourd'hui. Donc le cyber risk, c'est un sujet sur lequel on travaille depuis à peu près une dizaine d'années et on s'est clairement positionné pour accompagner donc, plutôt les grandes entreprises, mais aussi les PME, puisque les PME sont aussi impactées par ce type de risque. Et c'est clair que c'est un risque qui doit intéresser aussi les assureurs parce que c'est un risque qui existe, qui se développe, qui est d'actualité, puisqu'on en parle pratiquement tous les mois, il y a des sujets qui sont dans la presse, qui touchent aussi bien le B2B, le B2C, qui touchent l'industrie elle-même, les structures industrielles, et donc qui est mutualisable, c'est-à-dire qu'il y a un intérêt qui est un intérêt global, donc les assureurs peuvent intervenir. Donc c'est pour ça qu'on a décidé
d'investir sur ce sujet depuis maintenant une dizaine d'années et de le faire maintenant avec une coopération forte avec Sogeti. Alors justement, si on s'intéresse à l'autre partie du couple, du tandem, Édouard, pourquoi la démarche de travailler justement avec un courtier en assurance? Alors, à l'origine, l'idée, c'était de se dire, vous aurez beau avoir fait des audits, mis une politique de sécurité, sensibiliser vos collaborateurs, implémenter la bonne gestion des identités, les bons produits, avoir le SOC qui va bien avec la supervision qui va bien, l'analyse par rapport à ce qui se passe, il nous restera toujours une vulnérabilité résiduelle, un risque résiduel. Et donc, on s'est dit, il faut couvrir ce risque résiduel, et l'assurance est le moyen de couvrir ce risque résiduel. Là-dessus, en regardant un peu les montants déclarés sur les dernières attaques, on s'est rendu compte qu'on est surtout sur des montants à 150, 100 millions, 200 millions d'euros. Donc un assureur tout seul n'aura pas la capacité de couvrir ce montant. Donc on s'est dit, si on veut aider nos clients à couvrir ce risque résiduel, apporter cette mesure de couverture dans les chiffres que je viens d'évoquer, il nous faut forcément un courtier qui, lui, va aller réunir derrière le bouquet d'assurance qui va bien. D'où notre approche de marche et pourquoi on a monté ce partenariat. Alors justement, si on veut voir la naissance, la création de cette offre, comment est-ce que ça s'est construit au fur et à mesure? Alors, comment ça s'est construit? Donc on a été voir Marche, on leur a expliqué notre démarche, ils nous ont expliqué ce qu'ils faisaient en risque cyber depuis quelques années et on s'est rendu compte qu'ils avaient des clients sur lesquels ils ne pouvaient pas assurer. Et pourquoi ils ne pouvaient pas assurer ces clients? Parce que leur métier, c'est l'assurance, c'est des experts de l'assurance. Leur métier, c'est pas du tout la sécurité de l'information. Et donc l'assureur, quand il commence par étudier le risque pour son client, il n'avait pas la bonne vision du risque, il n'avait pas la bonne appréhension du risque. Et donc s'appuyer sur un partenaire comme Sogeti qui va pouvoir faire cette analyse du risque existant, déjà, c'est quelque chose qui aide le client et qui aide Marche. Après, vous pouvez avoir un risque à un instant T. L'assurance, ce n'est pas pour 6 mois ou pour 1 an, c'est pour plusieurs années. Donc inscrire cette démarche dans plusieurs années et pouvoir définir une évolution de la sécurité du risque et donc une évolution de l'assurance, c'était quelque chose qui intéressait Sogeti et qui intéressait Marche et qui intéresse évidemment le client. Alors justement, Stéphane, qu'est-ce qui change dans cette approche par les risques? Qu'est-ce qu'il y a de nouveau dans l'appréhension de ce risque cyber? Alors, l'approche par les risques n'est pas complètement nouvelle. Je crois que tout le monde ici dans la salle en fait. Ce qui est un peu nouveau, c'est d'en faire un peu le fil rouge de transformation de l'entreprise. Alors j'utilise des grands mots, mais enfin, c'est ça, autour de la gestion de son risque cyber. Bon, tout le monde sait que la protection contre le risque cyber, c'est l'affaire de tous. C'est vraiment un problème de mobilisation de l'entreprise autour de ce problème. Et donc, il faut trouver un fil rouge. Il faut trouver un fil rouge qui soit, tout d'abord, un langage commun. L'avantage du risque, c'est que tout le monde peut le comprendre, que ce soit les experts techniques, que ce soit les décideurs, que ce soit les financiers, que ce soit les gens des métiers. C'est un élément donc fédérateur. Deuxièmement, c'est un élément qui va permettre de valoriser, de quantifier, ça a été évoqué tout à l'heure, un petit peu de quoi on parle. Et à partir du moment où on valorise, on quantifie les choses, ça va permettre aussi de prendre des décisions raisonnées, raisonnables aussi, sur les investissements à faire en matière de SSI. Parce qu'une des questions, là j'évoquais tout à l'heure un peu la problématique des PDG, on en a rencontré pas mal, c'est de dire, moi je ne sais pas trop par quel bout commencer. D'ailleurs, Patrick Pailloux l'évoquait aussi dans le discours d'introduction aux assises. C'est bien souvent les gens, ils ont envie de faire quelque chose, mais ils ne savent pas trop par où commencer. Bon, ça, c'est une manière de dire, on peut peut-être commencer par réduire les risques les plus importants. Donc, c'est une démarche pour nous qui va permettre de valoriser la fonction SSI et d'établir justement des plans d'investissement, etc., donner une visibilité en interne et mobiliser l'ensemble de l'entreprise autour de cet enjeu. Alors, pour rentrer concrètement dans le dispositif, il y a une
nomenclature de risque, il y a une typologie de ce qui rentre ou pas, parce que souvent dans les assurances, c'est ça, on dit, bon, on garde les clauses d'exclusion, c'est-à-dire que ce que ne prévoit pas l'assurance, mais on vous avait fait une espèce de, c'est ça, de nomenclature de ce qui est couvert par ce qui peut être assurable. Disons dans l'état actuel, hein, et puis on travaille pour aller au-delà de l'actuel. Hein. C'est clair que le schéma, c'est ce qu'on veut faire avec ce GT. Disons qu'il y a 4 types. Il y a une nomenclature sur 4 types de risques ou d'exposition des entreprises et qui sont couvrables donc, par l'assurance. Hein. Donc il y a l'impact sur l'activité même de l'entreprise, donc la perte de chiffre d'affaires, les frais qui sont encourus par l'entreprise pour rebâtir son image si jamais elle a une attaque cyber, tous les surcoûts auxquels elle est confrontée si jamais il y a une attaque. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième, c'est l'impact même sur les actifs de l'entreprise. Hein. Ça peut être un détournement d'actifs qui peut être financier, qui peut être des marchandises, qui peut être de la propriété intellectuelle, qui peut être même, dans certains cas, jusqu'à du rançonnement avec une contre-attaque cyber qui sera donnée à l'entreprise. L'extorsion, du chantage, tous ces aspects-là, qui ne toucheront pas directement à l'activité de l'entreprise, mais qui feront donc un impact financier en fait, pour l'entreprise. Il y a ensuite tous les coûts qui sont associés à l'évolution de la législation et la notification aux clients. Si jamais il y a une attaque et il y a eu exportation de données confidentielles de clients, et donc une obligation d'aller communiquer en accord avec le législateur. Et de plus en plus, donc pour l'instant, c'est plutôt les opérateurs télécoms et annexes qui ont cette obligation, mais dans le futur proche, ça sera une obligation qui sera étendue très certainement à tous les acteurs qui interviennent sur l'Internet et même peut-être en dehors de l'Internet. Donc là, il y a aussi tout un aspect coût supplémentaire accompagnant donc, la communication vis-à-vis des clients impactés qui peut être pris en compte donc, par la couverture cyber risk. Et dernier volet, donc c'est plus un volet de responsabilité civile, de RC, donc de réclamation des clients si jamais une attaque cyber risk a endommagé leur image ou a induit l'exportation de données confidentielles qui les concernaient. Alors, quels sont les modes d'évaluation? Parce qu'on voit bien la perte de chiffre d'affaires, ça peut se jauger par rapport à des périodes comparables. Il y a des indicateurs qui sont mis en place. Et comment on fait, par exemple, pour l'atteinte à la réputation? Est-ce que ça fait partie des items qui peuvent être protégés? Ouais, l'atteinte à la réputation, la grosse question, de toute façon, de l'assurance pour protéger, c'est évaluer. Ouais, c'est d'où on part et est-ce qu'il y a une détérioration voilà. Bon, on en parlait ce matin, on avait un petit déjeuner avant, on parlait exactement de ça, qui est comment évaluer en fait, une réputation, comment évaluer une valeur d'une marque en fait, pour une entreprise. Ce qui est clair, c'est que si l'effort de valorisation a été fait, là, on peut l'assurer dans un certain niveau. Un instant zéro, c'est-à-dire qu'on est parti, on sait l'évaluer, si on sait zéro. bien l'évaluer, nous on le fait dans certains cas, on arrive à en prendre une certaine partie et à la couvrir. Je crois que de toute façon, le système actuel, et on va améliorer pour qu'il y ait des améliorations en termes de niveau de garantie, en termes de prix plus bas et en termes de franchise, puisque c'est les 3 aspects qui sont importants dans une couverture d'assurance. Ce qui est clair, c'est que tous les frais engagés suite à une attaque sur l'image d'une entreprise peuvent être pris, cela. Donc dépenses de communication, d'avocats, utilisation d'avocats, mais surtout dépenses de communication pour rebâtir l'image. D'accord. Donc ça se fait. Édouard évoquait la nécessité de composer une espèce de bouquet, enfin d'association d'assureurs. Comment est-ce qu'on finance justement ces montants-là? C'est une agrégation, c'est des alliances. Comment est-ce qu'on répartit dans différentes assurances? Comment est-ce qu'on arrive à ces sommes et à faire en sorte que les montants puissent être couverts? Ça, c'est pas différent de l'assurance dommage ou de l'assurance responsabilité. Ou quand on cherche des garanties, si on prend le cas par exemple de l'aviation, les grands constructeurs aéronautiques sont assurés pour 2 milliards de dollars en cas de crash d'aviation. Et c'est syndiqué, donc le terme c'est de la syndication, entre une vingtaine d'assureurs avec un leader ou 2 leaders et ensuite la syndication. Dans le cas du cyber risk, c'est clair que l'intervention individuelle, comme le disait Édouard, des assureurs, il se limite entre 5 et 20 millions d'euros. Ce n'est pas du tout à la mesure des impacts qu'on voit actuellement, même des demandes de certains clients, puisqu'on a de plus en plus de demandes. Et donc, ce qu'on cherche à faire, c'est individuellement faire monter donc, la capacité de chacun des acteurs en étant plus à l'aise compte tenu des éléments qui auront été travaillés par Sogeti avec le client, et aussi
de trouver plus d'acteurs, donc d'attirer de nouveaux acteurs, et donc ensuite de les syndiquer autour d'un impériteur. Ce qu'on appelle un impériteur, c'est un leader de syndication, et avec de la coassurance, monter les capacités. Comment ça se passe? Parce que dans l'assurance classique en matière de sûreté, on va prendre l'exemple de l'habitation, c'est déclaratif. Moi, je dis à mon assureur que j'ai des barreaux aux fenêtres, une porte 3 points, n'importe bon, et ce n'est qu'au moment du dommage qu'effectivement, on va peut-être contester. Comment ça se passe là en termes de cybersécurité? Est-ce qu'il faut, le client fait une déclaration, ou c'est a posteriori qu'on va vérifier si les mesures de sécurité existaient? Qu'est-ce qu'on doit fournir comme information à l'assureur en amont? Donc ça se passe bien. C'est une bonne question, Nicolas. Ah bah c'est la première, c'est gentil. Non, le mécanisme, c'est un mécanisme déclaratif, tout à fait. C'est avec un questionnaire. Donc les assureurs actuels ont chacun leur questionnaire, plus ou moins raffiné, et donc sont communiqués au client. Le client déclare par rapport à ses mesures, son contrôle, les actions qu'il mène, la gouvernance qu'il a mis sur le sujet du cyber risk. Ce qu'on souhaite, nous, c'est faire évoluer donc, cette question du questionnaire et du déclaratif, pouvoir le positionner avec l'addition de la prestation de Sogeti de réduction du risque, étant à la fois des actions et de la gouvernance, parce qu'il y a tout le volet aussi gouvernance. Et sur la base de ça, toujours en restant dans un mode à la fin qui sera déclaratif, mais un déclaratif documenté, donc qui sera beaucoup plus pensé de la part du client, puisqu'on travaille pour le client, c'est clair, qu'on puisse ensuite utiliser donc, cet exercice pour avoir donc, un mode déclaratif et un questionnaire un peu différent, peut-être plus enrichi, qui sera donc communiqué aux assureurs et qui sera la preuve donc, de souscription. Alors, Édouard, ça veut dire que d'un point de vue pratique, le client final, il devra passer par des prestataires agréés par Stanislas, agréés par l'assureur? Alors, déjà, l'évaluation initiale va être faite par Sogeti. Ce qui a deux avantages. Premier avantage, les risques de l'entreprise ne sont connus que de Sogeti. Et Sogeti remet une fiche d'évaluation à Marsh, et Marsh remet aux différents assureurs candidats que cette fiche d'évaluation. Donc les risques de l'entreprise cliente ne sont pas connus de X personnes. Deuxième avantage, c'est pas le métier de Marsh, c'est l'assurance. C'est pas le métier de la SSI. Le métier de Sogeti et de l'équipe sécurité, c'est la SSI. Donc déjà une meilleure appréhension du risque. Et après, pour revenir à ta question, Nicolas, un instant T, vous avez un risque, vous assurez, la menace évolue, le système d'information évolue, et Sogeti va accompagner le client dans la mise en œuvre de sa sécurité pour gérer, affiner sa gestion des risques, diminuer son exposition au risque, et donc diminuer son coût d'assurance. Si je reprends la métaphore de Dave d'hier ou de Patrick Payou dans la conférence d'inauguration... Pas le chanteur, Dave. Non, pas Dave le chanteur. Autour de l'automobile, aujourd'hui, Patrick expliquait que vous alliez à Lyon en automobile sur une voie sécurisée avec des gendarmes, il y avait le code de la route, les bonnes pratiques, la voiture elle est assurée de la même façon. Alors un gendarme m'a dit hier soir, oui, mais c'est obligatoire l'assurance. Alors c'est pas encore le cas dans la cyber, c'est pas encore obligatoire. Et si je file cette métaphore, quand vous avez un accident, l'assureur vous envoie chez un garagiste agréé pour la réparation. Le partenaire agréé, l'unique partenaire agréé de Marsh pour préparer votre système d'information avant la réparation et pour vous aider à réparer s'il y a un problème, c'est Sogeti. Stéphane, comment est-ce qu'on vous gérez le problème des sous-traitants? Parce qu'on voit bien que le client va dire « moi, je fais ma déclaration », simplement celui qui fait de tout de bout en bout, c'est une minorité, parce que comment est-ce qu'on garantit les process chez le sous-traitant SS2I et a fortiori cloud, c'est-à-dire qu'on estime qu'effectivement le client n'a pas la main sur la sécurisation de ses infrastructures informatiques. Comment est-ce qu'après vous pouvez rentrer dans l'évaluation de ce risque? Alors, notre approche, c'est justement d'aider nos clients à reprendre la main sur l'ensemble de leur IT. Et donc, elle couvre l'ensemble des problématiques, que ça soit la mobilité, le bring your own device, le cloud, les réseaux industriels, un sujet d'angoisse et assez anxiogène, et puis tout ce qui est interconnexion, etc. Nous avons la conviction technique que, d'abord, le système
d'information d'une entreprise, c'est quelque chose de vivant, qui évolue en permanence, et donc il doit être en permanence sous contrôle. Et dans ce contexte, en fait, nous proposons d'accompagner nos clients justement sur leur démarche, que ce soit leur démarche d'introduction du Bring Your Own Device ou de recours à des services cloud. Il faut effectivement s'assurer que quand on introduit une nouvelle composante dans le système IT, eh bien, il y ait tous les volets de sécurité. Alors, c'est-à-dire que le système en lui-même soit sécurisé, qu'il y ait des garanties. Alors, vous parliez des sous-traitants, mais dans l'affaire du cloud, c'est assez clair. Mais aussi que le fait d'introduire un nouveau système n'introduit pas de nouvelles vulnérabilités, au sens où plus on multiplie les interfaces et plus on crée des vulnérabilités. Donc, avoir la vision système de ce que implique justement une nouvelle introduction et gérer tout ça de manière dynamique. D'où la boucle que j'évoquais tout à l'heure. Pourquoi cette boucle ? Eh bien parce que les choses évoluent en permanence. Il y a du côté de la menace, mais aussi du côté de l'équipement de l'entreprise. Et donc, si elle traite les problèmes SSI de manière séparée, elle va avoir énormément de mal à gérer l'ensemble de la cohérence. Donc, effectivement, c'est un élément clé, mais c'est la raison pour laquelle nous ne voyons pas d'autre solution que de traiter ça globalement et de manière cohérente. Alors, soit c'est le client qui le fait par lui-même, bon, c'est pas toujours facile, soit il se fait aider pour justement avoir la vision globale. D'accord. Alors, justement, ce que Stéphane commençait à évoquer, Edouard, c'est la problématique des risques individuels. C'est-à-dire qu'on l'a vu effectivement avec le sujet du Bring Your Own Device, le fait qu'on a une infrastructure et on a une capacité d'avoir des individus, des salariés pour l'essentiel, qui vont générer leurs propres risques. Comment est-ce qu'on les intègre ? Comment est-ce qu'on intègre cette multitude d'actes individuels par rapport effectivement à une entreprise avec un SI maîtrisé, ou pense-t-on en tout cas ? Dans cette première phase qu'est l'analyse de risque, on prend tous les risques en considération de l'entreprise. Et la mobilité, l'utilisation de la tablette, du smartphone ou de l'ordiphone plutôt, est un des risques qui est pris en compte à l'initialisation de la démarche. Pour cette démarche, on s'appuie sur la norme ISO 27001, sur les différents chapitres de la norme, et dans la préhension du risque, pour les risques de l'entreprise, la mobilité, le Bring Your Device en fait partie. Maintenant, dernier point, pour rajouter quand même et compléter, on a commis un ouvrage. Je suis désolé Nicolas, on va faire un peu concurrence à tes nombreux ouvrages sur le monde cyber. On a rédigé avec Stéphane et Yves Le Floch un ouvrage sur l'approche systémique de la cybersécurité que vous pouvez télécharger en ligne sur notre site web et qui résume cette approche et cette appréhension de la sécurité par le risque et par le risque de l'entreprise lié à son métier. Alors, concrètement, en termes de gains pour l'entreprise, ça veut dire que, est-ce que souvent, si on est un bon conducteur, on voit sa prime baisser, si on a mis des mesures de sécurité, on a une hygiène de vie, voilà, on va avoir ces primes d'assurance personnelle qui vont baisser. Est-ce que ça veut dire également que le fait qu'une entreprise rentre dans une démarche assurantielle va susciter, ça veut dire quoi, on est mieux traité par l'assurance, c'est-à-dire des sinistres mieux remboursés, des primes moins chères. Est-ce que c'est le fait de rentrer dans cette démarche, c'est un argument aussi pour les clients ? C'est un peu ce que je disais tout à l'heure, Nicolas. C'est-à-dire que déjà sur l'aspect couverture, ce qu'on travaille actuellement, c'est à la fois travailler sur la capacité disponible, donc avoir des bilans d'assureurs en taille plus importante pour répondre par rapport à l'exposition des entreprises, avoir une prime par rapport à cette capacité qui soit avec un taux qui soit plus bas, pour tenir compte de l'effort qui est fait pour donc contrôler les risques, et aussi travailler. Donc ça peut être un vrai gain pour le client. Enfin, en tout cas, ça peut être un gain qu'ils peuvent prendre comme gain ou qu'ils peuvent prendre pour pouvoir acheter la capacité supplémentaire. La capacité supplémentaire. De bénéficier d'une capacité d'indemnisation plus favorable. Plus favorable ou des capacités supplémentaires. On va pouvoir parler de ROI en sécurité bientôt. Non mais c'est pour ça. Non mais c'était la démarche effectivement. Non mais c'est exactement la démarche. Et ensuite, de toute façon, au moment du sinistre, parce que si jamais il y a sinistre, comme on aura travaillé sur plus de documentation, plus de précision
dans la phase qui est la phase de placement et la phase d'audit et la phase de structuration du travail sur le cyber risk, on aura une indemnisation qui sera plus facile. Donc, je le connais dans d'autres secteurs, c'est à chaque fois le cas. Alors, justement, qu'est-ce que ça change? Parce que le fait de documenter, le fait de quantifier des risques, est-ce que ça change même quelque chose dans l'exercice des métiers de Sogeti? C'est-à-dire le fait d'avoir cette préoccupation ou cette prise de conscience, en tout cas le fait de prendre en compte cette dimension chiffrée, structurée, recenser et évaluer les risques, ça change quelque chose dans la manière de travailler de Sogeti? Alors oui, ça change quelque chose. Alors ça ne change pas sur les compétences de base, parce que nous avons construit cette approche systémique dont le premier volet est l'évaluation du risque, sur la base de nos propres compétences. Bon, on travaille avec les méthodes éprouvées, on a fait nos propres outils, etc. Donc il n'y a pas de révolution de ce côté-là. Ce qui est nouveau, c'est plutôt le dialogue avec le client. C'est-à-dire, jusqu'à présent, on faisait appel à nous, je vais caricaturer un peu, mais un petit peu à la demande, un petit peu d'audit là, un petit peu de projet là, un petit peu de SOC là. Là, on va être, enfin on l'espère, dans une démarche où on a un cycle complet à mettre en œuvre, c'est notre recommandation, et on peut discuter avec le client sur quel est son niveau de maturité, qu'est-ce qu'il pourrait faire pour l'améliorer de manière raisonnable, en tenant compte des contraintes budgétaires, bien entendu. Donc c'est une approche beaucoup plus globale pour traiter le problème du risque. Donc c'est vis-à-vis du client, c'est aussi l'aider, et notamment, je reprends le thème, je dirais la problématique de la fonction SSI, c'est de l'aider à faire porter au niveau supérieur de l'entreprise la problématique avec des termes qui soient compréhensibles, c'est-à-dire on a une démarche de recensement des risques et de mise sous contrôle des risques, voilà ce qu'il faut faire pour correctement la gérer, et puis les risques résiduels sont pris en charge également, et donc d'aider en fait la fonction SSI à traduire des choses qui sont toujours très techniques, parce que ça, la technique est absolument essentielle, mais en des données qui soient à la fois risque et de ROI. Voilà. Donc en fait, ce que vous dites, c'est de dire que y a un gain opérationnel, mais l'idée, c'est de dire aussi que ça va permettre, dans l'apport à votre client, également de gagner en politique, c'est-à-dire en capacité à prendre en compte dans les différents métiers, dans même l'approche financière, c'est peut-être la plus évidente, mais cette notion du risque SSI, et donc ça permet aussi une montée en gamme, ou en tout cas une montée en puissance dans la prise de conscience des états-majors. Absolument, et ça, je crois que tout le monde partage ce constat, que aujourd'hui, la prise de conscience au niveau des états-majors, elle commence à venir, mais il vaudrait mieux qu'elle vienne par une approche raisonnable de maîtrise de risque que parce que tout d'un coup, il y a eu un grand sinistre et que tout d'un coup, on se retrouve dans une situation, disons, de chaos, parce que, bon... Donc, ça se prépare, ça se structure. Donc, c'est effectivement ça que nous avons en tête, parce que... mais je vais reprendre un exemple simple. C'est forcément une question qui concerne l'état-major. L'hygiène. L'hygiène résout 80% à peu près des problèmes. Qu'est-ce que c'est l'hygiène? C'est tout simplement de demander à tous les agents, tous les employés d'une entreprise d'adopter un minimum de règles. Donc ça concerne forcément l'état-major. Ça ne va pas se faire comme ça spontanément, ça ne va pas se faire par des interdits, ça va se faire par une mobilisation de l'entreprise. Qui est le mieux à même de mobiliser l'entreprise? C'est l'état-major. Si on lui dit, écoutez, ça ne coûte pas très cher, de quelques règles d'hygiène, comme ce qu'on apprend aux enfants quand ils sont petits, de se brosser les dents le soir ou de se laver les mains. Bon, si tout le monde fait ça, ça permet déjà de réduire le risque. Bon, en général, l'état-major, il achète. Si on lui explique ça comme ça, simplement, il faut mettre en face une valeur, c'est-à-dire, c'est toujours la même chose, un ROI. On investit en formation, sensibilisation, et voilà le retour en investissement. Alors,
est-ce que, question peut-être complexe, parce qu'on a une nature de menace disparate, évolutive, la limite c'est l'imagination dans ce domaine, est-ce que tout est a priori assurable en risque cyber? Est-ce que tout type de menace, tout type d'agression est envisageable, peut-être potentiellement assurable? Je pense que la question c'est que quand il y a maîtrise et effort de maîtrise du client, là il y a une assurabilité qui est plus forte. Une assurabilité, ça veut dire une assurabilité qui est plus forte, hein, Nika. Donc, après, la perception par les assureurs du risque est assez large. Hein. J'ai quand même donné dans la nomenclature quand même un champ qui était quand même assez grand. Donc, il y a matière, en travaillant et en montrant qu'on maîtrise et qu'on fait l'effort pour le maîtriser, avoir une sévérité qui soit la plus large possible. Parce que le marché des systèmes d'information, il est planétaire. Est-ce qu'on va considérer de dire, un peu comme quand on va dans certains pays en guerre, on dit ah ben non, ça dans ces pays-là, ou si ça il y a telle filiale dans tel pays, là on ne peut pas assurer parce qu'on n'a pas les éléments. On n'a pas eu ce type de questions, disons, hors des... De toute façon, le risque cyber, c'est un risque mondial, c'est un risque d'entrée. L'entrée peut être à tout endroit. On aura peut-être des questions de ce type. Ce qu'on cherchera à faire comprendre par les assureurs, c'est qu'en fait, l'origine, le lieu où ça se passe, en fait, c'est complètement délocalisé mondial. Donc, il n'y a plus les mêmes questions que dans la couverture. À peu d'importance, in fine. N'est pas un sujet aussi pertinent que dans du risque d'incendie et qu'on veut assurer dans un pays qui est sous embargo et donc on n'a pas la possibilité de l'assurer. Donc, on n'est plus dans les mêmes notions. Hein. On a les mêmes types de questions en RC ou en intersociaux, hein, pour être clair. Hein. Donc, non, je crois qu'on arrivera à faire des couvertures qui sont les plus mondiales possibles. D'accord. Alors, en termes de... Là aussi, pour rester concret, Édouard, quand est-ce qu'on peut souscrire? Parce que la difficulté, c'est qu'il faut... à un moment, on évoquait le fait de, je vais passer par un prestataire. La logique d'assurance, c'est avant le recours au prestataire, c'est lorsqu'on fait son cahier des charges. À quel moment, justement, cette problématique, cette logique d'assurance intervient-elle? Déjà avant le sinistre, en premier lieu. Après, à n'importe quelle phase. Aujourd'hui, tous nos clients ont un système d'information, tous nos clients ont mis en place des procédures de sécurité. Donc on peut intervenir et démarrer l'accompagnement à tout moment du cycle. Le plus tôt est toujours le mieux, parce que c'est ce qui nous permettra de minimiser les coûts. Et donc de commencer cette évaluation, de commencer cette mise en place du contrat, de définir ce schéma ou cette roadmap sécurité pour qu'est-ce que je vais faire cette année, qu'est-ce que je vais faire l'année prochaine, qu'est-ce que je vais faire dans 2 ans pour diminuer mon risque et donc diminuer mon coût d'assurance. Et le plus tôt est toujours le mieux, mais à n'importe quel moment de la vie de l'entreprise. Est-ce que ça va vous obliger, ou en tout cas vous amener à mettre en place des systèmes de formation des équipes, de prise en compte de cette nouvelle dimension? C'est-à-dire que c'est quelque chose effectivement, pour que ça rentre de manière opérationnelle sur le terrain? Non. Pourquoi non? Parce qu'aujourd'hui, on fait déjà des évaluations, on fait déjà des analyses de risque, on fait déjà des schémas directeurs pour des clients. Donc c'est le prolongement de quelque chose qu'on fait déjà. On travaille déjà avec les méthodologies IBIOS dans le monde gouvernemental ou MEARI ou ISO 27005, 27001. Donc on le fait déjà chez nos clients. Donc c'est le prolongement de notre activité et ça permet de couvrir ce risque résiduel qui aujourd'hui n'était pas couvert. Et ça évite le cierge, quoi. En ce qui concerne justement cette offre, ou en tout cas cette proposition qui est faite aux clients, on l'a dit, il n'y a pas d'équivalent aujourd'hui. Comment est-ce que vous la rendez disponible? À partir de quand est-ce qu'elle est opérationnelle? On est déjà parti, on a déjà commencé. Donc on a déjà des clients qui viennent nous voir, qui nous demandent aidez-moi, moi, directeur général de ma société, aidez-moi à appréhender ce risque, aidez-moi à me rendre compte de mon niveau d'exposition à ce risque, aidez-moi à définir une méthodologie et emmenez-moi chez un assureur pour couvrir ce risque. On a déjà des clients en cours sur ce sujet. Donc on est déjà parti, c'est déjà lancé et déjà des contrats sont en phase très avancée. Bien, alors en tout cas c'est intéressant comme démarche innovante, justement aussi, on l'a vu pour cette introduction de logique de ROI, et donc effectivement qu'en commençant à chiffrer, on va justement donner un poids supplémentaire au-delà de cette réputation, au-delà de ce que l'on pouvait supposer. C'est une démarche novatrice qui est tout à fait intéressante. S'il y a des questions ou sur des éléments pratiques ou sur des éléments... Ah, voilà,
première question. Alors juste, je crois qu'il n'y a pas de micro, mais avec votre belle voix. On peut passer, on peut passer le micro, en fait. Juste se présenter pour l'enregistrement. Ah bah voilà. Oui, merci Nicolas. Donc je suis Olivier Lignol, je suis responsable de la DSI des ministères économiques et financiers. Et j'ai une question pour Stanislas Chaperon. En fait, c'est une double question. Vous avez parlé des impacts concernant la manière avec laquelle vous gérez les impacts et l'assurabilité de vos clients potentiels. En l'occurrence, Patrick, il y a 2 jours, Patrick Payot a fait mention du fait qu'il avait très peur de tous les environnements SCADA et a fait mention des incidents autour de Aramco cet été et du fait que du jour au lendemain, vous avez un certain nombre d'employés par dizaines de milliers qui sont arrivés, ne pouvaient plus travailler dans l'entreprise puisque vous n'avez plus accès à leur système d'information. On a parlé tout à l'heure d'études de risque, de système IBIOS, de choses comme ça. La menace, elle existe toujours. Enfin, il y a toujours des risques résiduels qui existent. Et donc, à ce titre-là, il peut arriver un jour que votre client ne puisse plus opérer. Et donc, à ce titre-là, il faudrait couvrir l'ensemble de la perte de son activité, du fait que tous ses employés ne peuvent plus travailler, etc. Donc, la question, c'est est-ce que vous couvrez ce type de risque? Et la deuxième question, vous avez parlé des différents impacts que vous pourriez avoir. Donc, il y avait des impacts par rapport aux aspects financiers, images, actifs, très bien. Et vous avez aussi parlé de rançon et de contre-attaque. Et je voulais savoir ce que vous vouliez mentionner dans contre-attaque par rapport à un de vos clients qui serait attaqué. Bon, dans la première sur l'actif industriel, puisque c'est plus la question d'une attaque d'un actif industriel, une perte d'exploitation, bon, c'est clair qu'on peut le couvrir, mais il ne faut pas pour l'instant croire qu'on va bâtir ce qui existe en aviation, 2 milliards de garanties. Hein. Donc, nous, on veut faire évoluer d'une situation où il y a entre 50 et 100 millions à une capacité qui soit bien plus supérieure par rapport à ces 100 millions au maximum de marché. Non, c'est un peu tôt pour l'instant. Mais c'est vrai qu'on a des discussions où ce qui est recherché par les clients, c'est 300, 400 millions déjà. Donc, on est déjà dans des sommes qui sont plus consistantes. Mais on ne pourra pas aller pour le... il faut espérer que dans une dizaine d'années, ou si le marché se développe, on arrive au même niveau que certains autres secteurs. Après, sur le type de risque, oui, ce type de risque, si on sait bien le documenter, donc c'est toujours la même question, on pourra, et bien surtout montrer qu'on a travaillé pour le réduire, on pourra l'assurer, ça c'est clair. Sur les frais, moi je parlais plus, c'était surtout en cas d'attaque, des frais qui sont induits à l'entreprise, quels qu'ils soient, qui peuvent être et qui sont assurés. C'est ça, c'est les frais. Après, dans les frais, il y a de tout. Nous, on n'est pas spécialistes, nous, des mesures. Nous, on est plutôt pour être sûr que les frais induits seront couverts. Voilà. La deuxième question, peut-être? J'ai répondu. Aussi, Oui, Alexandre Fernandez-Toro, RSSI dans une entité de Veolia. Donc ma question est plutôt pour Édouard. Je pense que quand vous avez commencé à collaborer, vous avez dû mettre en place un certain nombre de protocoles, en tout cas vous mettre d'accord sur un langage, puisqu'on a d'un côté la SSI, de l'autre l'assurance. Très concrètement, vous avez donc des consultants qui vont faire des appréciations des risques. Ils ont des critères, ils évaluent ces risques par rapport à des critères. Quelque chose me dit que les critères d'un consultant en sécurité des systèmes d'information ne sont pas tout à fait les mêmes. En tout cas, le raisonnement, l'état d'esprit n'est pas tout à fait le même que celui d'un assureur. Je me doute que vous avez dû avoir un certain travail en amont pour vous mettre d'accord, puisqu'il y a un passage entre vos consultants et Marche. Donc j'aimerais savoir un peu comment ça s'est passé. Voilà. Alors, on a pris un checker. On a mis dedans les différents questionnaires des assureurs, parce que comme le disait Marche tout à l'heure, ça fait 10 ans qu'ils travaillent sur ces sujets. On a mis dans le shaker les 40 règles de bonne pratique de l'ANSI. On a mis dans le shaker les bonnes questions de l'ISO 27000, les bonnes questions de l'IBIOS. On a secoué. On en a fait un questionnaire ensemble. Et le plus dur, ça a été la pondération. De travailler après sur les pondérations des différentes réponses. Quelles étaient les valeurs seuil qu'on voulait par famille de l'ISO, à quel moment on était assurable, à quel moment on n'était pas assurable, à quel moment il y avait une prime plus ou moins forte. Donc c'est ce travail-là qui nous a pris du temps et qui nous permet aujourd'hui d'accompagner nos clients. Mais c'est une bonne question. C'est une très bonne question. Oui, bonjour, Pierre-Luc Réfalo, associé du cabinet APSI. J'ai une double question. Pour Sogeti, je voudrais savoir si vous vous assurez vous-même sur les risques cyber. Est-ce que vous conseillez vos clients? Est-ce que vous le faites vous-même? Les cordonniers, tout ça. Voilà. Et la deuxième pour Stanislas Chaperon, éventuellement Sogeti également.
on est dans un contexte international de toute façon, et on a l'impression de parler un peu entre Français. Vous avez tous les deux des couvertures internationales. L'ENISA a fait l'année dernière une grosse étude justement sur le marché de l'assurance des cyber-risques, qui mentionnait justement que l'Europe avait un gros retard par rapport à des pays d'outre-Atlantique par exemple. Donc est-ce qu'il n'y a pas des synergies et des apports justement de vos activités internationales et de clients qui ont peut-être déjà fait ce genre de choses à l'étranger et en profiter un petit peu en France? Oui, sur la première question, il y a peut-être Edouard répondra sur l'autre. Non, en fait, de par notre fonctionnement, là, nous traitons Capgemini, parce qu'en fait, c'est Capgemini qui est responsable du système d'information global du groupe, comme un client lambda. Et donc, nous avons pris rendez-vous avec le responsable qui a déjà fait plein de choses, et puis on vient lui parler de notre offre. Et donc, Capgemini réagira comme réagiront tous nos clients. On verra en fonction de ce qu'ils ont fait, ce qu'ils n'ont pas fait, ce qu'ils veulent faire, etc. Enfin, il y a une problématique spécifique à Capgemini. Bon, c'est un groupe qui n'a certaines particularités à travers le monde, en termes d'équipement, en termes de système d'information, en termes de propriété intellectuelle. Donc ça, c'est pas notre caractéristique principale. On n'a pas vraiment de réseau industriel, mais on fait des choses pour nos clients, etc. Donc on va regarder tout ça. Et on a pris rendez-vous. Pour répondre sur la question de l'international, donc c'est clair que ce n'est pas un sujet français uniquement, hein, ça c'est clair. C'est clair que dans le groupe, on travaille dans plusieurs pays, beaucoup aux États-Unis, en Grande-Bretagne, en France, et dans d'autres pays, en Asie ou même en Amérique latine sur le sujet. C'est clair aussi que les assureurs eux-mêmes présents sur ce type de risque sont plutôt internationaux. Même un AXA, c'est un acteur international, hein. Ce n'est pas un acteur uniquement français. Donc oui, il y a des réflexions et il y a du travail même qui a déjà été fait pour adapter surtout à la législation, parce que si c'est un client français, il va le prendre dans un cadre qui est un cadre légal français, pour adapter les couvertures qui peuvent exister aux États-Unis ou en Grande-Bretagne et pas uniquement les décliner, parce que j'aime pas uniquement décliner, j'essaye de faire mieux. Donc en fait, on va essayer de faire mieux. Voilà. Et dernier point, on l'agrège à nos offres. Typiquement, Capgemini a racheté cette année Prosody. Prosody est en train d'agréger cette offre d'assurance avec les offres de services proposées. Donc le groupe va agréger ses offres à d'autres offres pour les compléter. Merci. Dernière question. Est-ce qu'on a fait le tour? A priori, de toute façon, en plus, on est dans les temps de manière à vous permettre d'assurer le bon déroulé de la continuité de votre journée. En attendant, tu veux dire? Oui, pardon. Je voulais dire qu'on était à votre disposition sur le stand de Sogeti tous les trois, toute la matinée, que Stanislas devra nous quitter en fin de matinée. Donc n'hésitez pas à venir nous voir, à nous poser les questions, qu'on puisse discuter de vos cas particuliers et rentrer dans vos spécificités. Merci. En tout cas, je retiens aussi la notion de ROI et le fait de prise en compte, de montée en gamme, à l'instar de ce que disait Stéphane, de la prise en compte justement de cette sécurité des systèmes d'information dans les enjeux stratégiques, et ce qui est plutôt là aussi une bonne nouvelle. Et pour finir, il y a un petit film d'1 minute. Allons-y. Merci. Et donc, bon risque pour la suite. Merci. Merci.